Donc l'idée du rendez-vous d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse voir justement comment est-ce qu'on structure une fonction de product marketing pour en faire un vrai levier business. Pour parler de ce sujet-là, du coup, on est avec Mathieu Segui, que j'ai invité, qui est stratégie and performance director chez Doctolib. Entre multiples casquettes. Mais merci Mathieu, du coup, c'est vrai que tu étais déjà passé sur le podcast sur le sujet du pricing. Donc voilà, merci de venir pour la communauté. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux peut-être te représenter du coup en introduction, s'il te plaît? Ouais, tout à fait. Du coup, Mathieu, je suis dans le sud de la France, comme toi. C'est l'origine de notre rencontre. Exactement. J'ai un background donc qui est du coup plutôt technique. Je suis un G-Télécom de base. J'ai commencé ma carrière chez Orange, puis dans une startup telco, etc. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis tombé dans le product. Donc ça fait un petit moment. Et donc très vite, j'ai compris en fait que concevoir un bon produit, ça suffit pas nécessairement, et que il y a d'autres enjeux qui sont importants, et notamment délivrer la valeur des produits sur le marché. Et donc ça fait une dizaine d'années que donc je suis tombé dans le product marketing, parce que concrètement j'ai vu des produits brillants échouer, non pas parce qu'il manquait d'innovation, qu'ils étaient mal conçus, mais juste parce qu'il manquait de narration et de faire vraiment briller leur valeur. Et c'est ça qui m'a marqué assez tôt dans ma carrière, c'est que si personne globalement comprend la valeur de ce que tu construis, je pense que ça ne sert pas à grand chose de le construire. Donc du coup, j'ai appris à vraiment relier le produit et le business, et faire en sorte que chaque pas vers l'avant, chaque décision que tu prennes fasse bouger toujours deux curseurs, à la fois l'impact client, l'impact utilisateur, et l'impact business. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais avec Rocket. Donc j'aide les entreprises à reconnecter leur stratégie produit avec leur impact business, et faire en sorte que leurs produits puissent briller sur le marché. Donc voilà, c'est un peu la définition que je fais du rôle de product marketing, même si on va rentrer plus dans les détails tout à l'heure. Ouais, carrément, on va rentrer en détail. C'est vrai que du coup, là, en ce moment, chez Doctolib, t'as un beau produit entre les mains quand même. Enfin, je sais pas, j'imagine que tout le monde est déjà plus ou moins passé dessus, là, mais. Il y a un très beau scope, sachant que tout le monde ne voit pas forcément tout le périmètre de Doctolib. Donc, pour 55 millions de Français, Doctolib, c'est de la prise de rendez-vous en ligne, Ouais. et de la discussion avec les professionnels de santé. Mais c'est un parc fonctionnel qui est très large, avec 17 verticalisations, pardon, autour des métiers de la santé, un logiciel clinique, logiciel de facturation, etc. Donc globalement, ce qui est connu de la part des Français, c'est 2% globalement de Doctolib. Mais à côté de ça, on a un périmètre fonctionnel qui est assez incroyable, avec un terrain de jeu qui est assez fou, déjà sur la France, et avec l'expansion internationale, on est déjà très présent en Allemagne et demain dans d'autres pays européens. Très cool. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, on va parler, donc, je le disais, product marketing. La première question, peut-être pour reposer un peu les bases, mais c'est qu'est-ce que tu mets dans le product marketing? C'est quoi les grands enjeux du coup du product marketing par rapport au business? Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de continuer à te proposer tout ce contenu gratuitement. Ce partenaire, c'est Heat, H-E-E-E-T, donc avec 3 E. Il faut avouer qu'au marketing, l'attribution, c'est un sujet qui est à la fois prise de tête, parce que tout n'est pas facilement traquable et on a parfois du mal à attribuer d'où viennent les leads, mais essentiel parce que il faut être capable de justifier de l'efficacité des actions et des campagnes marketing. C'est justement là du coup intervient Heat, qui est en fait une solution de marketing intelligence made in France, qui va te permettre de mesurer l'impact réel du marketing sur le revenu. Pour ça, en fait, elle est disponible nativement dans ton écosystème Salesforce, HubSpot, et elle va s'intégrer à toutes les plateformes de pub pour te permettre justement d'optimiser le pilotage de tes campagnes d'acquisition de leads et savoir vraiment d'où viennent les leads justement et d'où vient ton revenu. Bref, si tu cherches à améliorer le pilotage de tes campagnes marketing, c'est la solution qu'il te faut, et je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site heat.io, donc H-E-E-E-T.io. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Ouais, alors le product marketing, il y a deux mots, product marketing, et c'est pas nécessairement ou uniquement faire du marketing autour du produit, c'est vraiment comment on fait du business à partir de ce produit. Et moi, le PMM, je le définis de la manière d'un traducteur. Donc, c'est un traducteur dans deux sens. Dans un premier sens, il va transformer les besoins, les intentions marché
en opportunité d'innovation pour ton entreprise. Et par la suite, transformer justement ce travail de conception, ces fonctionnalités, ces produits en bénéfices, en clarté et finalement en valeur auprès du marché pour que ça puisse apporter revenus, profits, bénéfices, croissance. Donc son rôle, c'est pas de faire du bruit pour faire du bruit, mais vraiment de rendre de la valeur audible. Et là où je pense qu'il y a une vraie importance d'avoir du product marketing dans une entreprise. Je fais souvent une métaphore. Je considère le PMM comme un GPS. Donc, c'est pas lui qui conduit la voiture. Mais par contre, sans lui, on peut aller très, très vite dans la mauvaise direction. Donc voilà, c'est un rôle crucial. Peut-être tu veux que je rentre un peu plus dans les détails et le découpage. En tout cas, moi tel que je le fais pour avoir une couverture assez holistique d'un métier qui est quand même assez large. Donc, moi, je le découpe toujours en quatre zones, quatre casquettes, si on veut. La première, qui est importante et qui est un fil rouge pour tout product marketer, c'est de comprendre son écosystème. Dans l'écosystème, je vais mettre son marché. Donc, je t'ai parlé de géographie pour Doctolib, mais globalement, quelles sont les dynamiques, les tendances, les différents trends, qu'est-ce qui se passe vraiment sur ton marché. La concurrence, qui sont les différents acteurs globaux ou sur certaines verticales qui vont venir te challenger et te taquiner et te faire gagner ou perdre des deals dans certaines circonstances. Et enfin, tes clients, globalement, qui sont tes acheteurs, tes ICP, etc. Quels sont leurs leviers, leurs triggers qui font qu'ils vont s'intéresser à ton produit. Une fois que tu maîtrises cette partie d'écosystème, la deuxième partie qui est importante, c'est comment je relie tout ça à la stratégie business. Comment je vais détecter des opportunités de marché, de croissance, etc. Pour venir alimenter, en accord avec la stratégie d'entreprise, mon business, développer de nouvelles opportunités et donc trouver des nouveaux leviers de développement. Et ensuite, on a une deuxième facette qui est donc du coup un peu moins stratégique, on va dire, que celle de relier des opportunités à la strat. C'est vraiment ce qu'on appelle communément le go-to-market. Donc, globalement, une fois que tu as construit ton produit ou tes nouvelles fonctionnalités, comment tu fais en sorte de les mettre sur le marché, de les mettre dans les mains de tes clients, déjà, qui comprennent la valeur, les mettre également dans la tête de tes prospects pour pouvoir faire encore plus d'acquisition clients. Donc voilà, toute cette strate de go-to-market qui est le lancement à la fois pour tes clients et globalement pour tout prospect. Et dernière facette qui est souvent un peu mise de côté, mais qui a beaucoup d'importance et qui en a particulièrement chez Docto, et que c'est fait partie de l'intitulé, c'est la performance. Donc concrètement, lancer, c'est bien, mais ensuite, il faut suivre. Donc globalement, chaque produit, chaque innovation que tu vas lancer, elle va intégrer une brique fonctionnelle, un portfolio, etc. Et donc, comment dans le temps, tu suis la performance de tes lancements, tu mesures ton ROI, ta payback période, comment tu vas lier ça à tous les coûts, les investissements que tu as fait. Dans le marketing, on parle souvent de CAC. Donc, comment tu relis globalement le fait d'acquérir des nouveaux clients avec la valeur qu'ils vont te rapporter demain. Et ça te permet également d'itérer sur ton produit, pas forcément en termes de fonctionnalité, mais ça peut être aussi en termes de pricing, de bundling, de packaging, etc. pour faire en sorte que tes produits racontent une histoire globale et qu'ils soient perçus avec la meilleure valeur sur le marché. Mais du coup, par rapport à ce que tu dis, on va parler de la fonction de PMM et du profil après, mais au final, on le voit bien, c'est un sujet qui touche business, enfin l'entreprise dès le début, Ouais. Et qui doit être géré, même si tu n'as pas de product marketer dédié. Exactement. Au final, donc c'est une façon, enfin, on va dire au tout début, avant le premier recrutement. Comment tu le vois déjà dans l'entreprise? Au final, c'est vrai qu'on voit plusieurs chapeaux, parce que quand tu arrives et puis que tu es seul marketeur, c'est un peu difficile de faire du product marketing comme il faut. Tu as une partie qui te revient, en même temps, tu as un peu le CEO. Enfin, déjà, c'est un truc dont il faut avoir conscience et qui doit être structuré même avant le premier recrutement. Ouais, et ce que tu dis, c'est fondamental. Donc, je mets plein de casquettes dans le product marketing. Et effectivement, toute entreprise qui se crée et qui va se structurer a besoin que ces casquettes soient portées par certaines personnes. Et donc, ça va être très disparate en fonction des entreprises. Mais tu l'as dit, le CEO, il est là, il va définir la vision, plutôt la partie stratégie. Tu as parfois un directeur commercial ou du revenu, s'il y en a déjà qui vont
affiner l'offre, le pricing, le marketing qui va commencer à essayer de raconter au mieux l'histoire à partir de ce qu'il a compris, du produit, etc., avec beaucoup de proximité. Le problème qu'on voit souvent, c'est que quand tout le monde en fait un peu, déjà, personne unitairement le fait vraiment bien. Et quand la boîte va grandir, on va avoir des alignements, des messages qui peuvent être contradictoires et finalement un message qui se dilue, une valeur qui est moins perçue et un produit qu'on peine de plus en plus à raconter. Et c'est là souvent dans les entreprises, là où on sent que ça déraille, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu as 3 pitch decks, tu as un discours qui est un peu flou, des sales qui vendent des trucs qui n'existent pas vraiment, etc. Et c'est à ce moment-là, tu vois, quand les clients ils comprennent plus vraiment ce que tu vends, c'est le business qui subit. Donc à la base, dans une entreprise, c'est pas une question nécessairement d'avoir un poste PMM dans les premiers entrants, mais c'est dans un premier temps une question de s'assurer que tous les rôles sont couverts. Et quand on va grandir, comment assurer une rigueur et avoir quelqu'un qui va maintenir ce fil rouge entre le produit, le marché, le business. Ouais, c'est un grand classique, ça, les équipes clients qui adorent, les équipes projet, quand t'as le client qui arrive, enfin on l'a récupéré, alors le sales nous a vendu ça, ouais, mais en fait c'est pas ce qu'on fait. Je l'ai pas, moi, ce produit. Mais du coup, c'est vrai que tu vois, enfin, je repense à un post, moi, il y a une marketeuse américaine que j'aime bien, qui fait un podcast qui est trop cool, Jess Cook, qui disait que justement, elle est arrivée dans une nouvelle boîte et puis son premier recrutement dans la structuration de l'équipe marketing, c'était justement ce PM. À partir de quand se pose la question de recruter un PMM? Au final, c'est vrai que bon, souvent, en tout cas au market, les premiers recrutements, on va plutôt aller chercher de la demande gen, des profils content ou paid, je sais pas, parce qu'on veut mettre un gros focus sur l'acquisition. Ouais. Mais du coup, à partir de quand est-ce que c'est pertinent, en tout cas, se pose la question de recruter un PMM? C'est quoi le profil du PMM à chercher? Et puis, je sais parce qu'on en a déjà débattu tous les deux, c'est aussi où est-ce qu'il va se placer dans l'organigramme. Parce qu'au final, tu l'as dit, il y a les deux mots, il y a product et marketing, et c'est deux équipes différentes. Ouais, exactement. Bref, voilà, question. Bam, débrouille-toi, j'en ai posé 3 dans la même. Écoute, parfait. Je vais m'envoyer un petit monologue. Le premier critère que j'ai envie de dire, c'est qu'on ne recrute pas un PMM quand on a du temps. C'est déjà le temps, on l'a rarement. On le recrute quand on commence déjà à sentir ce petit désalignement, tu vois, dont je te parlais. En général, ce moment charnière, on le voit quand on va dépasser le stade du first PM, pour faire un petit clin d'œil à Marc Vidal qui nous parle souvent de ce first PM, quand globalement les équipes produits vont commencer à se démultiplier, qu'on va commencer à adresser plusieurs segments, la boîte commence à un peu se complexifier, avoir des équipes sales, etc. Et une croissance qui, quand on la regarde dans la mesure, va devenir un petit peu brouillonne. Donc, en général, on va avoir deux types de stage, là où on a des signaux assez clairs. Quand on est vraiment très early, c'est des fondateurs qui passent vraiment plus de temps à expliquer ce qu'ils font qu'à vraiment vendre. Et plutôt quand on a commencé à scaler et on est rentré dans une complexité, c'est quand globalement ta croissance elle crée plus de bruit que de clarté. C'est là où le PMM il devient vital. Donc en général, en fonction des typologies d'entreprise, on va retrouver ce recrutement entre le 10e employé et le 50e employé. Et vraiment, voilà, les triggers, ça va être quand tu vas commencer à passer de 1 à 2 à 3 PM, à avoir des équipes sales qui sont segmentées en fonction de différentes verticales, où il va falloir vraiment créer un petit peu ce lien et cette adhésion. Ouais, quand tu dis 2-3 PM, c'est Product Manager du coup. Ouais, excuse-moi. C'est vrai que on reviendra sur PM, PMM, faut dire, parce que la confusion est facile, pardon. Exactement. Non, mais tu fais bien d'entrer là-dedans. Donc effectivement, Product Manager qui est vraiment dans les équipes produits, vu qu'on va reparler de repositionnement. Pour le profil, j'ai envie de dire, plus t'es early, plus en fait ton profil PMM, il va ressembler à des profils que tu recrutes déjà. Donc j'ai envie de dire couteau suisse, qui sait faire plein de choses et qui peut-être aussi va aller sur des fonctions marketing qui sont vraiment très de lead gen, peut-être de campagne, d'event, vraiment d'exécution, quoi. Donc on dit souvent le PMM il exécute pas. Alors ouais, quand tu es dans
Dans une boîte à scale, effectivement, c'est pas toi qui crafte les campagnes et qui va vraiment exécuter et délivrer les messages. Mais par contre, dans un temps 1, tu peux avoir ce besoin d'avoir un PMM qui fait dépassement de scope et qui va aller peut-être un petit peu plus loin. Et au même titre que là on parle pour le marketing, mais c'est vrai d'un point de vue commercial, ce premier PMM très, très early, il va aller en rendez-vous client avec des sales. Il va aller vraiment. Son but, c'est d'être au plus près de la valeur. Donc, être ultra proche du produit parce que normalement, quand tu es early, le produit, il est très agile, il délivre très, très vite, il a une forte vélocité. Donc, être très proche d'eux pour suivre globalement ce qui se passe. Et toujours une obsession terrain, que ce soit marketing, sales, pour pouvoir bien exécuter. Quand tu es at scale, c'est un petit peu différent. Donc, quand tu te rapproches plus des 50 personnes et que là, tu t'intéresses à qui va être ton PMM, là, on va être plutôt sur un profil qui est un peu structurant, qui est capable d'orchestrer plusieurs produits, qui va avoir un transversal leadership qui est assez important. On l'a dit, quand une boîte elle est installée, les rôles, ils existent, ils sont un peu répartis partout. Donc, il va falloir aller subtilement les récupérer, voire même amplifier ce que fait tout le monde. Donc, on va être sur un profil qui est plus dans l'orchestration. Et tu parlais du rattachement. Alors là, je vais te faire une réponse que certains considéreront de normand, mais j'ai envie de te dire, ça dépend. Globalement, j'ai vu de tout. J'ai été côté produit, j'ai été côté marketing, j'étais côté revenu. Aujourd'hui, je suis dans une équipe qu'on appelle Growth. Globalement, tout fonctionne. Une règle d'or, on cache jamais le product marketing dans un pôle qu'on appelle com. Voilà, comme on essaie de pas mettre d'équipe produit dans un pôle qu'on mettrait DSI, par exemple. Donc, c'est ça la règle d'or. Je ne sais pas si tu veux que je deep dive un peu sur les différences entre produit, marketing. Mais globalement, ça marche. Ouais, mais justement, enfin, parce que j'allais embrayer sur un truc que tu as dit, tu vois, c'est que c'est vrai que les rôles, ils existaient déjà. Ouais. Au final, donc, le sujet qui est peut-être un peu délicat quand tu veux intégrer au final un PMM à ton équipe, peu importe où il se trouve, c'est que du coup, tu vas aller piquer des missions potentiellement au sales, tu vois, que tu vas, au sales, au CEO, que tu vas déposséder d'une partie du pricing, ou en tout cas, tu vas leur mettre quelqu'un dans les pattes qui va venir gêner tout ça. C'est pareil, tu as parlé de l'équipe produit dans un stade early qui est censé vite sortir des features, mais mine de rien, quand tu intègres un PMM, tu vas avoir un impact assez fort sur la roadmap, enfin, tu vois, enfin, décideur ou pas, mais voilà, enfin, il y a ces transitions-là à faire aussi. Du coup, comment est-ce que tu intègres, comment est-ce que tu gères cette intégration dans une équipe pour que ça se passe bien, quoi. Ouais, alors, ce que tu dis, c'est vrai, globalement, on va arriver sur des territoires déjà occupés, produits, market, sales. La première règle fondamentale que je recommande à tout le monde, c'est don't fix what isn't broken. Donc, vraiment, il y a des choses qui fonctionnent très bien. Si on a des sales qui sont sur le pricing, ça marche. Si on a un CEO qui est encore impliqué sur la strat, ça marche. On révolutionne pas tout. Comme je l'ai dit, le rôle de PMM, il est ultra large. On a un terrain de jeu qui est immense. Et donc, forcément, il y a des facettes du métier qui vont être très bien couvertes, d'autres beaucoup moins. Donc, première chose que je recommande, ne pas arriver sur son grand cheval en disant « je suis le PMM et vous m'attendiez comme le Messie et ça va être incroyable et je vais tout révolutionner ». Plutôt, on se dit « ok, qu'est-ce qui marche pas ? Ça marche pas. Comment je vais venir t'aider ?» Le but, c'est pas de créer de la friction. Le but, c'est pas de venir remplacer, c'est de venir créer du lien, coordonner, amalgamer et surtout amplifier ce que certains font. Ils font peut-être pas bien par manque de temps, par manque de skills, etc. Et très rapidement, en fait, on va se rendre compte que il y a certaines choses qui sont opérées by design par certaines personnes de l'entreprise, mais qui sont pas nécessairement leur gros kiff. Tu vois, typiquement, quand tu vas voir des équipes produits en leur disant là, je vais t'aider à mettre sur le marché et à crafter les bons messages et à bien communiquer, à te faire les release notes, etc. En général, ils sont super Oui, s'il te contents. plaît. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Donc, en fait, si on arrive avec la bonne posture, donc de venir aider, dire voilà, on fait déjà des choses bien, on va les faire très bien.
aller plus loin ensemble. Et au fur et à mesure, en fait, en récupérant déjà tout ce qui marchotait, en le rendant vraiment meilleur, le PMM va gagner en crédibilité, en posture, et va être impliqué sur certains sujets. Et après, quand je disais le rôle, il est large, ça ne veut pas dire d'avoir l'ownership sur tout. Ça veut juste dire d'être inclus dans toutes les discussions. Donc, typiquement, je n'ai pas la main sur tout le pricing de Doctolib. Par contre, ce qui est important, c'est que les PMM soient au centre des discussions de ce qui vont se faire là-dedans. Et c'est vrai pour d'autres facettes. Donc, en fonction des organisations, il y a des choses que tu vas plus ou moins récupérer en ownership. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir la coordination, la vue qui est très holistique et de pouvoir être bien identifié comme étant ce lien entre le business et le produit, le Nelson Montfort, si j'ose dire, parce que les skills du PMM, c'est à la fois d'être capable de parler produit. Donc, je te parlais de PM par abus de langage, parce qu'on parle beaucoup de produits, donc on doit être capable de parler de backlog, de sprint, user research, de tickets Jira, mais aussi on doit être capable d'aller parler de l'autre côté de MRR, de pipe sales, de MQL, de top line, de COGS, de CAC, etc. Donc très rapidement, en fait, en prenant les parties qui flottent un peu et en venant se positionner entre les deux équipes, on crée vraiment du lien et beaucoup plus de clarté, là où avant, il y avait de l'activité, mais aussi un peu de bruit et un manque de coordination. Ok. Et du coup, est-ce que tu as des exemples un peu, tu vois, de moments charnières, enfin, de trucs que tu as vus où effectivement, tu vois, pour démontrer un petit peu l'impact du PMM justement sur des situations peut-être un peu classiques ou un peu clés, quoi. Ouais, il y en a. J'en ai régulièrement, mais concrètement, les plus criantes et que je continue à voir, pas nécessairement chez Doctolib, mais dans pas mal d'organisations, c'est des équipes produits en fait qui sont extrêmement centrées finalement sur l'utilisateur, parce que aujourd'hui la culture produit, elle vit un petit peu son adolescence en France et on l'a importé des États-Unis et on a parfois oublié certains paradigmes qui sont que oui, mettre l'utilisateur au centre des produits pour concevoir quelque chose qui l'intéresse, c'est évidemment central, mais le but aussi, c'est qu'on n'ait pas une asso non lucrative et qu'à un moment donné, il faut faire des thunes. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et c'est là où on voit le PMM amener un petit peu cette rationalité, ce pragmatisme en disant les gars, si on arrive à faire des trucs pour l'utilisateur, c'est cool. Mais si en même temps on peut le prioriser pour que c'est un impact et que ce soit en revenu direct ou est-ce que ce soit pour lutter contre du churn, pour améliorer l'awareness qui va derrière impacter la brand, peu importe. Mais en tout cas, il faut toujours qu'on fasse bouger un curseur qui aille dans le sens du business aussi. Et donc, moi c'est des exemples très criants que je vois souvent, là où on challenge des équipes produits en disant pourquoi tu fais ça? Enfin, c'est cool, hein, mais c'est peut-être un fantasme de product manager ou de product designer. C'est cool, on va refondre tout l'UX, c'est joli, ça ressemble à Apple, mais quel est le vrai sens business qu'on veut apporter? Est-ce qu'on le fait parce que c'est cassé et on perd des gens, ou est-ce qu'on le fait juste parce qu'on veut se faire kiffer? Et dans ce cas-là, il n'y a pas de sens. Donc moi, vraiment, c'est mon cheval de bataille globalement, c'est convaincre les équipes produits qu'elles doivent impacter le business, qu'elles doivent comprendre le business, parler business, et surtout faire en sorte que chaque chose qui est mise dans une roadmap a un impact pour l'utilisateur, mais un impact pour le business. Ouais, c'est ce que tu disais. Au final, ouais, tu prends l'exemple de l'équipe produit sur le lancement des fonctionnalités qui sont centrées utilisateurs, mais à la fin, c'est centré utilisateur, ok, mais dans quel objectif? Est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup de churn là-dessus et donc l'objectif c'est d'aller chercher ça? Enfin, au final, pardon, je te relance en disant exactement la même chose. Ouais, non, bien sûr. Non, mais t'as raison. Là où aussi on va pouvoir. Enfin, je rebondis sur ce que tu dis avec un axe différent, c'est que le PMM, il a quand même une casquette assez stratégique. Il est très dans la vision, dans les next moves, très en anticipation de ce que fait le marché. Et on peut aussi ramener cette espèce de pragmatisme en disant, même si ce que tu veux faire, ça a un besoin business,
Enfin, c'est pas complètement déconnant. Tu as bien fait ton travail de PM et tu t'es dit ça sert l'utilisateur, ça sert mon business. Mais est-ce que c'est en accord avec notre stratégie d'aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, la boîte aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher la rentabilité? Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher de l'innovation pour améliorer notre valorisation dans le cadre du levée de fonds? Peu importe, enfin, globalement, quelle est la stratégie de l'entreprise? Et donc, c'est pas parce que tu fais quelque chose qui sert l'utilisateur et qui sert le business que c'est forcément la bonne chose à faire en ce moment. Parce que bah, aujourd'hui, en fait, notre focus numéro un, c'est la satisfaction, parce qu'on a un NPS qui se casse la gueule, parce qu'on a des clients qui sont pas contents. Et donc, du coup, on veut faire bouger ce curseur. Donc, le PMM s'assure qu'on fait d'abord bouger un curseur business et ensuite de faire en sorte que ce curseur soit en adéquation avec la stratégie plus globale de l'entreprise. Ouais, enfin, j'aime bien, je trouve ça vachement intéressant comme tu dis ça, au final, ce curseur de quelle est la stratégie de l'entreprise, parce au final, du coup, si on devait résumer un peu le rôle du PMM, t'es là, quoi, c'est entre le besoin utilisateur, l'impact business et les enjeux de l'entreprise à un moment clé, parce que effectivement, bah, je sais pas, il y a une revente ou il y a une levée, et Exactement. donc tu veux jouer sur la valo, parce que les temps sont durs, du coup, t'es dans un passage vers la rentabilité. Et donc, tu vas aller prioriser la roadmap, enfin trouver les fonctionnalités, l'impact produit qui va te permettre derrière d'aller chercher ces objectifs-là, en fait. Exactement. Exactement. Donc, trouver les bons leviers. Des fois, par ta veille, on a parlé de marché. Côté marché, tu vas parfois faire de la veille réglementaire et te rendre compte que bah, y a des choses, c'est pas utilisateur, c'est pas business, mais il faut le faire aussi. Ouais. Donc voilà, amener du marché aussi dans ce sens côté produit pour que bah, chaque journée de product management et de développement apporte le plus d'impact possible. Et du coup, si on devait résumer un petit peu, retenir un conseil de ce qu'on s'est dit, soit pour structurer la fonction, soit pour recruter un premier PMM dans son équipe, tu voudrais mettre quoi en avant du coup? Je mettrais en avant de prendre des profils qui ont un business acumen fort, qui ont une connaissance ou une curiosité, on va dire. Une curiosité parce qu'on peut débarquer dans plein de secteurs, hein. Moi, je suis en free, donc je jump de secteur en secteur. Donc, j'apporte peut-être pas une expertise métier. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir cette curiosité, d'aller diguer un petit peu partout, et dans l'entreprise et dans le marché, et de bien faire en sorte qu'ils soient intégrés, non pas comme un poste, entre guillemets, dans l'entreprise, mais vraiment comme une fonction vitale, parce que c'est ce PMM qui va rendre la croissance lisible, voire même prédictible, au-delà du côté mesurable de la perf. Donc vraiment, en général, quand tu prends ce bon PMM, que tu l'as bien intégré, tu as une roadmap qui est 100% alignée sur tes prix au business, tu as un narratif, un message qui est ultra clair avec de la valeur qui est directement comprise par tes clients. Et donc ça se traduit automatiquement en revenus. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question, mais c'est d'avoir cet ancrage, de se dire le product marketing, c'est vraiment le chaînon manquant entre un bon product et un business qui scale avec beaucoup de sens. Ok, très cool. Bah, écoute, il n'y avait pas de bonne réponse hein, pour nous, donc merci Parfait. beaucoup, Mathieu, Merci. c'était très cool.